Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vitalities dédié à l'entrepreneuriat dans le domaine du sport et du bien-être. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir David Hurst, qui est un entrepreneur dans le domaine du fitness, du personal training. Il accompagne les managers de salle, les personal trainers dans le développement de leur business. Il va partager avec nous ses challenges, ses difficultés, ses réussites et bien sûr quelques tips, quelques conseils pour vous aider à développer votre business sport et bien-être de la meilleure façon possible. Restez connectés. Si cet épisode vous plaît, vous pourrez le partager et vous pourrez également vous abonner. Bonne émission à vous. David, merci de me faire le plaisir d'être l'invité de ce podcast aujourd'hui. Comment est-ce que ça va? Très bien, plaisir partagé Ashraf, c'est cool. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, on va aborder pas mal de choses parce que tu es un entrepreneur aguerri. Tu proposes plusieurs offres au niveau de ton business. Tu as rencontré de nombreux challenges et tu nous parleras également de ton lifestyle inspirant, savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es à la fois un entrepreneur et aussi un homme épanoui. Qu'est-ce qui t'a amené, David, à... Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Alors déjà, il faut aborder ce pourquoi je suis venu en France, parce qu'il faut bien comprendre qu'avec mon petit accent, j'ai des origines britanniques. Issu de formation un peu COSTAPS, mais issu du célèbre université de Loughborough en Angleterre, qui est l'université numéro un dans les sciences du sport au niveau mondial. J'ai passé un peu de temps dans l'éducation physique en Angleterre avant de quitter ce milieu-là et de me mettre dans le personal training à Londres. On est entre 96 et 98. Donc c'était l'époque des dinosaures auxquels on avait tout de même une dizaine de personal trainers à temps plein faisant que du personal training dans ce club londonien qui s'appelait Esbury Health Club. Et ensuite, je déménage en France. Comprenez bien que ce serait pas pour profiter des impôts français, mais c'était plus pour rejoindre celle qui deviendra ma femme, que j'ai rencontrée à Londres, une petite Française, qui est militaire aujourd'hui. J'arrive en France en 1998 et il y a un gros choc de culture entre les clubs londoniens, là où on avait une dizaine de personal trainers par club. Là, je ne parle pas de coach fitness ou de faire du plateau muscu-cardio ou faire des cours collectifs. Je parle de personal training, cours particuliers, facturés en supplément à l'abonnement, en faisant du one-to-one. Je me transplante dans les clubs de fitness parisiens et il y a zéro personal training. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs de fitness qui ont très peu de pratiques de personal training comparé au capital adhérent. Donc cette choc de culture commence déjà à me trotter dans la tête, à se dire qu'est-ce qui fait en sorte, quels sont les process qui fait en sorte que ça marche super fort à Londres et que ça marche beaucoup moins fort dans les clubs français. Et l'analyse finale de tout ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la pluie et le beau temps, ça n'a rien à voir avec la faute du gouvernement, ça n'a rien à voir avec les Français sont pas sportifs ou on peut pas parler d'argent en France. C'est tout simplement par rapport au process. J'appuie sur le mot process qu'utilisent ou non les clubs de fitness et les personal trainers qui naviguent dedans, ou les coachs fitness qui naviguent dedans. Donc c'est vraiment on est le fruit de notre réussite. C'est le fruit des process qu'on a employés. Et cette absence de process m'a vraiment choqué lorsque mon arrivée en France. Et on rajoute par-dessus cette expérience de choc de culture, le fait que je vous ai parlé de ma femme militaire, donc je suis ma femme géographiquement et je dois déménager 8 fois en 10 ans lorsque mon arrivée en France. Donc alors comprenez bien qu'il y avait pas de coaching online, il y avait pas de, il y avait pas de business à monter une chaîne YouTube, des choses comme ça à l'époque. Donc il y a du coaching présentiel, à faire du one to one, à faire du organique, à faire du vrai, du live. Il se trouve que je déménage avec 8 fois en 10 ans. Je dois changer de club et quitter tous mes clients autant de fois. En l'occurrence, ça m'oblige, je suis contraint et forcé d'être hyper performant, de trouver mes clients rapidement, et de mettre en place un business de personal training, très, très vite.
Sinon, vous finissez par crever de faim, dans ces conditions-là. Je suis obligé dans les 3 mois qui suivent chaque déménagement de, de retrouver un carnet d'agenda plein à craquer, avec des clients de personal training dedans. Ça n'arrive pas, par la volonté du Saint-Esprit, ça n'arrive pas, parce que vous êtes, chanceux, ça n'arrive pas, parce que vous êtes dans une bonne ville ou dans un bon club où les gens sont différents ici. Ça arrive parce que vous appliquez des process. Donc je suis obligé de travailler sur les process et du de ce fait de devoir travailler les process, ça j'ai dû, affûter ça, avec le temps pour que ça puisse aller plus vite et plus rapidement pour trouver des clients et ensuite, je commence à délivrer des séminaires pour aider, d'autres clubs de fitness et d'autres coachs à le faire. Donc là, on avance un petit peu dans le temps. Je commence à faire des premiers séminaires en 2002. Je commence à affûter ça dans le temps. Je le fais de façon autodidacte, je me heurte à des problématiques de pouvoir transmettre l'info pour que ça puisse être reproductible, pour que les autres coachs puissent faire le même niveau de qualité d'expérience client, le même niveau de vente, les mêmes niveaux de communication interpersonnelle. Pour transmettre ces process, là, c'était encore une autre paire de manches. C'est une chose, pouvoir faire soi-même, mais amener les autres à faire aussi bien que vous, pour que vous puissiez scaler un business et faire en sorte que les autres puissent reproduire ce que vous faites. Ça, c'est encore autre chose. J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Planet Fitness qui distribue, les cours Les Mills en France on m'a demandé de travailler pendant une douzaine d'années en tant que training manager, à orchestrer, le contenu pédagogique des formations en personal training, et aussi on a rajouté par-dessus, des formations aux entraînements fonctionnels, TRX, Trigger Point, Viper, des formations kettlebell et j'en passe. Rock Tape et d'autres, méthodologies qui se sont greffées à ça. Mais le socle commun, la base de la base, c'est, les formations, management pour que les managers des clubs puissent implanter, des équipes de personal trainers, ça puisse avoir un suivi client plus performant dans le club. 2e, c'est purement la vente de personal training. Comment mieux vendre le personal training et non pas vendre, à tout prix, mais vendre au bon prix et aussi vendre à long terme, les suivis 3e, délivrer une qualité de service, extraordinaire en personal training qui est à la hauteur, de la facture qu'on propose aux clients, pour que les clients puissent être contents de continuer à payer ces services aussi qu'ils soient ravis au point de ramener ses amis. Ensuite on arrive au covid. On arrive, à une restructuration de société. Il y a un peu de ménage avec, toutes les anciens pointures de la boîte, qui sortent, avec une restructuration moi d'autres pointures, quittent la boîte, et je décide de faire ce que j'ai toujours fait. Je décide de continuer à accompagner les managers de club et les personal trainers à mieux faire leur business de personal training c'est ce que je fais depuis 5 ans maintenant, à moi tout seul. Aujourd'hui, justement, je commence à bâtir des partenariats avec d'autres groupes, notamment ResoFit, qui est un groupe de clubs indépendants, un groupe qui s'appelle les Coachs Français, qui recrute et implante des personal trainers dans les clubs de fitness, qui fournissent branding, marketing et accompagnement pour tout ça. Donc je travaille avec ces 2 réseaux-là. Et il y a aussi nombre de différentes équipementiers que j'ai eu des interactions. Les dernières discussions ont été avec des clubs de fitness notamment qui utilisent l'application Technogym pour mieux programmer leurs clients qu'on puisse affûter le la coordination entre, le suivi, électronique, l'intelligence artificielle et le suivi humain à faire en sorte que les 2 soient complémentaires, qu'ils puissent mieux travailler ensemble on a fait des très bels progrès dans certains clubs avec l'appli, Technogym, ces derniers temps. Je permets de saluer ces 3 entités, ResoFit, les coachs français et Technogym, au passage. Et c'est très complet, merci David. Si je comprends bien, quand tu es arrivé en France, donc aux alentours des années
1998, année importante pour la France. Tu as identifié en fait un manque, tu as identifié un besoin qui était pas forcément exploité par les gyms, par les salles, en France. C'est celui en fait de l'accompagnement personnalisé. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu as, pu exploiter ce besoin, non résolu? Est-ce que c'est ton point de départ, c'est ton véritable point de départ pour développer ce que tu développes aujourd'hui? Ou est-ce que dès le départ tu avais cette vision-là ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure? Alors la vision, étant donné que en quittant Londres, j'ai quitté Londres avec un gros baggage, ayant été formé par les meilleures pointures là-bas en matière de personal training. Donc, et n'ayant pas délivré de cours collectifs à Londres, dans mon expérience, donc je me trouvais beaucoup moins doué pour faire mambo cha-cha sur le step, ce que me demandaient de faire les clubs de fitness français. Donc je me trouvais en décalage dès mon arrivée parce que ils me demandaient de faire des cours collectifs que j'étais moins doué pour le faire. Donc donc il y avait déjà une graine posée là-dessus dès le choc de culture arrivant en France à trouver les postes de travail polyvalents, à devoir courir de partout et de tout faire moyennement au lieu de se spécialiser. Donc mon envie, c'était de me spécialiser dans ce que je faisais de mieux. Et donc je me suis dit, tiens, je voudrais créer les conditions nécessaires pour faire du personal training dans les clubs. Donc ça demande à implanter des processus marketing, business, vente, service client pour justement répondre à cette chose-là et de le faire dans des conditions les pires au monde. C'est-à-dire que quand vous avez un club de fitness là où il y a aucune cohérence vis-à-vis du personal training et aucune communication là-dessus. Il n'y a pas de renvoi d'ascenseur entre les différents services dans le club. Ça n'aide pas. Et donc, je devais faire fleurir un business malgré les bâtons dans les roues, non pas posés par méchanceté ou de malveillance, mais posé tout simplement par méconnaissance du métier, parce qu'il y a déjà qu'il y a une barrière de langue autour de la France qui arrive à moins bien partager les informations qui proviennent des pays anglo-saxons qui développent plus rapidement, notamment avec leur taux de pénétration, le nombre de personnes présentes dans les clubs et le nombre de personnes suivies par des personal trainers. OK. Et sur aujourd'hui, sur la structure de ton business, donc j'ai bien compris qu'il y avait 3 axes. Donc un axe où c'est plutôt le management des Yep, clubs, yep. également, la vente, l'importance de la vente et l'expérience client. Comment est-ce que tu structures ça dans ton quotidien? Est-ce que tu as une entreprise qui gère ces 3 activités-là? Est-ce que tu as une marque pour chaque activité? Alors, la bannière que je propose, juste pour que les gens puissent identifier à mon activité, ça s'appelle Personal Training Development. Donc, tout est dit dans le titre. Ceci étant donné, ça c'est pour les clubs de fitness, c'est un back office. C'est pas quelque chose qui s'affiche devant le consommateur final. Chaque club décide de son stratégie marketing et de son entité, de sa charte graphique. Ceci dit, un problème avec les URSAF qui fait en sorte que les clubs de fitness ne peuvent pas imposer leur charte graphique, leur Mmh. tenue, leur marque sur les personal trainers indépendants. Donc, alors, on n'est pas obligé de choisir le modèle indépendant, mais c'est le choix que prennent la plupart des clubs français et européens aujourd'hui. Le marché se tourne davantage vers ça. Après, il y a d'excellents clubs qui travaillent avec un modèle salarié, ça existe aussi. Mais si on a des coachs indépendants, le personal trainer ne peut pas avoir gym club marqué sur son maillot. Ça fait un pas vers la requalification, des problèmes avec les URSAF. Donc justement avec les coachs français, qui est une marque de développement de coaching B2C. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible devant le consommateur. Et si le coach il adhère à une marque externe qui n'est pas celui du club, ça permet de séparer l'entité du club et l'entité du personal training pour éviter les problèmes avec les URSAF.
OK. Et c'est un avantage majeur pour le manager du club. Il est tranquille, il dort sur ses 2 oreilles, par rapport aux URSAF, par rapport aux absence de lien de subordination. Il y a pas d'amalgame, des services, de ce qui est compris dans l'abonnement et ce qui n'est pas compris dans l'abonnement. Ce qui est vendu par les commerciaux et ce qui est vendu par les personal trainers. La charte graphique est claire et c'est aussi un gain de productivité parce que le consommateur, il peut identifier via une programmation visuelle qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris dans l'abonnement. Et sur ce dernier, ce pourquoi ce serait intéressant d'être suivi par un coach, pourquoi ce serait intéressant d'investir davantage dans cette service. Donc ma visibilité personnelle ne figure pas devant le consommateur. Euh, Toutefois, on peut fournir une visibilité, une charte graphique, un suivi, accompagnement de management aussi auprès des personal trainers indépendants dans les clubs de fitness. Et ça permet de délester aussi le manager du club du temps de devoir manager, contrôler, assurer les KPI sont ouverts, suivre la progression des coachs parce que chose qu'il faut bien comprendre, et c'est là, c'est un gros frein, c'est la compréhension de ce que je vais vous dire maintenant, c'est le manager de club ne peut pas se séparer de l'importance de l'excellence dans son service de personal training dans son club. Trop de managers de club se dédouanent ou se séparent totalement ne se soucient pas de la qualité du coaching, de l'obtention des chiffres d'affaires des coachs. Ça, c'est leur problème. Moi, je m'en occupe pas. Eux, ils sont indépendants. Je m'en occupe pas. Alors ça, c'est une grosse problématique parce que on imagine si vous avez un client qui paye 30, 40, 50, ce qu'il paye pour l'abonnement dans le club de fitness, vous comprenez bien que vous êtes serviable. Vous devez lui réserver un sourire, un accueil, un bonjour quand le client vient dans le club. Alors, imaginons maintenant que vous avez un personal trainer qui paye 500 € par mois. Et en plus, il fidélise 20 ou 30 autres clients dans le club, à continuer à payer leurs abonnements à eux. Donc, ça s'appelle plus un coach, ça s'appelle plus un professeur de fitness, ça s'appelle un client VIP. Vous avez des clients lambda qui vous laissent 30, 50, 60 € par mois, et vous avez un client VIP qui vous laisse 500 € par mois, et en plus, il fidélise d'autres clients qui payent aussi. Donc, ces clients-là, hein, je vais plus que réserver un accueil, un sourire, un bonjour, je vais réserver du temps, programmer sur mon agenda, et je vais boire un café avec, une fois par semaine, et je vais dire, alors Marcel, comment ça va ton business? Parce que je m'intéresse au bon déroulement de cette business, parce que cette bon déroulement de son business est symbiote avec le mien. Et donc, si ça va très bien pour les personal trainers, ça va très bien pour les clients dans le club, ça va très bien pour le business du club. Donc, le plus grand challenge aujourd'hui, c'est que le manager de club, il doit s'approprier de la responsabilité de suivre les coachs indépendants, personal trainers dans son club. Donc, pour pouvoir faire ça sans lien de subordination, pour pouvoir acter ça, je dirais, c'est même largement plus performant d'avoir un agence externe qui s'occupe de faire ça dans certaines conditions, sauf si vous voulez employer un personal training manager qui se soucie de ça à temps plein. Donc c'est la relation en fait entre, le personnel trainer haut de gamme, on va dire, et le manager, c'est plus une relation d'après toi de partenaire d'affaires plutôt que, d'employeur-employé, en réalité? Complètement. Il y a un partenariat qui se joue entre les deux. Il y a des renvois d'ascenseurs qui se jouent entre les deux. Quand on inscrit des gens dans les clubs de fitness, on se doit de les mettre entre les mains des personal trainers. Déjà parce qu'on sait que ça fidélise les clients, on sait que les clients réussissent mieux et on aide le coach à faire son business. Et aussi, on doit se soucier s'il y a un petit problème. Il faut que le personal trainer puisse être entendu, écouté et qu'on puisse régler des petits problèmes qui peuvent exister du jour au lendemain. S'il a un petit creux dans son business, s'il a un petit désagrément entre lui et le personnel ou entre lui et un client et il faut manager ces problèmes-là. Il faut aider le coach à prévoir son plan de communication dans le club.
et l'évolution de ce plan de communication dans le temps, les animations qui sont visées à générer du trafic et à convertir du trafic en clients qui payent. Donc le manager du club doit se soucier de ces choses-là. Et il y a aussi des renvois d'ascenseur dans l'autre sens. Le personal trainer doit être suffisamment habile à pouvoir faire refréquenter le client dans le club. Il doit être capable de prescrire les autres services dans le club comme les cours collectifs, parce qu'il n'y a pas que le personal trainer dans le club, il ne vit pas tout seul, c'est pas son royaume à lui tout seul, il vit en communauté auquel il doit vivre en harmonie avec les autres services du club. Le service standard et les cours collectifs sont aussi à prescrire activement par le personal trainer. Et le personal trainer doit aussi être capable de générer des parrainages. Il doit être capable de faire une levier de motivation avec ses clients par rapport à leur satisfaction de ce qu'ils ont obtenu avec leur coach et provoquer le client à sortir son téléphone et se dire tiens, je vous file le numéro de téléphone de mon amie Ginette que je joue au poker les jeudis soirs. Elle aimerait bien obtenir les mêmes résultats que moi. Est-ce que vous pouvez l'appeler de ma part pour l'amener dans le club pour qu'elle aussi elle puisse s'entraîner. Donc le personal trainer il doit être habile dans la génération de parrainage. Et ça va générer aussi des nouveaux inscriptions pour le club de fitness. Et on peut pas négliger ces choses-là en 2025, tout simplement. Là, tu abordes un sujet hyper important et tu l'as abordé depuis un moment, c'est la relation humaine en fait. L'importance de s'intéresser à l'autre, l'importance empathique, de créer une relation qui va au-delà en fait de la simple relation commerciale, tu es mon client et je suis ton coach. Et ça, moi, je le vois avec les entrepreneurs que j'accompagne. Plus on va en profondeur dans la relation humaine et dans la recherche en fait du problème de la personne, de ce qui la challenge vraiment, également au niveau émotionnel, au niveau intérieur, qu'on arrive à créer des vraies connexions et qu'on arrive justement à développer cette relation. Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu enseignes, par exemple, sur tes accompagnements? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant, qui est important pour toi, ou ça reste superficiel? C'est au plein milieu, it's a people business. Ça, c'est un métier d'hommes et de femmes, c'est un métier humain. C'est au plein cœur, c'est en plein milieu de ce qu'on fait. Parce que déjà, on n'achète pas de personal training auprès des gens qu'on n'aime pas. Et Mmh. très souvent, dans l'interaction avec le client, les coachs sportifs, ils passent leur vie à parler de VO2 max et de régénération des muscles et de cycle de Krebs et de pourcentage de charge maximale et à quel pourcentage de VE de fréquence cardiaque maximale il faut s'entraîner et cetera. Et c'est très, très loin des attentes des clients et on se trouve déjà en décalage par rapport au sujet, on se trouve en décalage par rapport aux personnalités des clients et ça génère beaucoup de disconnexion, de déconnexion, devrais-je dire, entre les coachs et les clients. Donc, et puis ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans une situation là où les clients n'apprécient pas spécialement les coachs. Et cette déconnexion, là où les clients n'apprécient pas les coachs, à la fin de la discussion, quand le client se dit: «J'ai pas envie de passer mon temps avec cette personne-là», parce que quand vous allez faire du personal training, vous allez passer un sacré bout de temps ensemble. Donc, on interface one to one et quand le client n'a pas envie de passer du temps avec vous, le problématique là, c'est que c'est gênant de le dire. Vous comprenez bien Ashraf, si je vous dis, «Bon Ashraf, j'achète pas vos services parce que j'aime pas votre gueule». C'est un peu vexant quand même. Il y a personne qui dit ça. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Les gens ils disent: «Ah, c'est trop cher». Mmh. Et bien sûr, avec tout l'amour propre que le personal trainer se réserve à lui-même, il s'est dit mais ça ne peut pas être à cause de moi. Je suis pourtant bon coach. Je connais pourtant toutes mes techniques d'entraînement. Je suis un spécialiste de mon métier. Je suis un grand technicien. Je sais parfaitement soulever le kettlebell. Je c'est ça ne peut pas être moi. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de se dire oui, c'est sûr que ce mec-là, il avait un problème d'argent. Le problème, c'est que le service est trop cher. En réalité, le problème, c'est pas que c'est trop cher, c'est qu'on n'a pas su caler une relation ensemble. On n'a pas su bâtir sur les bonnes bases d'une bonne relation.
et on n'a pas su ensuite créer un projet avec le client. Déjà cet après-midi, j'ai un webinaire avec un groupe de coachs qui est justement comment éviter le c'est trop cher. Okay, et la réalité, c'est que cette objection n'a pas lieu d'être. Cette objection est fournie en premier par le décalage dans la relation, et deuxième dans le fait qu'on n'a pas bâti un projet ensemble qui correspond au budget que les clients nous demandent. Donc, et grand nombre de personal trainers, ils proposent une séance. Alors déjà, on ne doit pas commencer à faire des séances d'essai. On ne doit pas commencer par faire des exercices avec les gens. On doit commencer par s'asseoir et discuter. Mmh. Et quand on s'assoit, on discute et on bâtit un projet ensemble, et on arrive à élaborer ce à quoi c'est important pour le client et d'être suivi par un coach, et qui puisse lui-même estimer son propre budget, okay, auquel on peut augmenter cette budget avec une chose qui s'appelle l'étude des besoins. Mais on utilise des outils psychologiques comme l'ascenseur émotionnel et le temporalité du projet. Et on arrive à augmenter le budget que les clients puissent investir. Après, on lui pose des questions. Quel budget vous pouvez investir en personal training pour être sûr d'obtenir vos 10 kilos en moins pour la plage cet été? Et quand le client estime son budget, et ensuite on lui propose une solution avec une fréquence de consommation qui correspond au budget que le client lui a énoncé. En l'occurrence, c'est trop cher, gna gna gna, ça n'a pas lieu d'être. Et le problème des coachs, très souvent, mis à part leur décalage de personnalité et de manière de communiquer, c'est aussi le fait que ils font une séance qui n'est pas développer un projet, hein, c'est juste montre voilà ce que je sais faire, et ils proposent leurs tarifs en fonction du barème de qu'est-ce qu'ils ont envie de vendre ce jour-là. Et il ne faut pas chercher à vendre ce que nous on a envie de vendre, Mmh. la fréquence que nous on a envie de vendre, à la chiffre d'affaires que nous on a envie de vendre, mais il faut vendre le projet qui est développé par le client, avec le budget qui est demandé par le client. Donc quand on inverse le process et on commence avec le client, on finit avec un produit qui ressemble exactement à ce que le client a demandé. Et ça se termine par le client qui se dit: «OK, Ashraf, je veux que vous m'entraînez pendant les prochaines 12 mois. Je voudrais que vous me preniez 250 € par mois, quand on va une fois par semaine, que vous me programmez, que vous me dites quels exercices je dois faire en dehors de nos séances», et vous lui présentez exactement ça, et le client, il se termine par dire, «C'est exactement ce qu'il me fallait. Il y a plus aucune réflexion à faire là. Tout est calé. Toutes les réflexions et les objections sont déjà devancées. Ils sont déjà abordés. Il y a plus qu'à commencer». Voilà. Donc ça C'est si la vous voulez, grande tendance. c'est-à-dire? Vas-y. La c'est tout simplement, c'est développer le projet en fonction du client, et non pas en fonction de moi j'ai une barème de tarifs, moi j'ai des forfaits, XY que je veux vendre. Non, il faut avoir une échelle flexible, qui parle, alors, admettons ça fait plusieurs barèmes de tarifs, dans ton back office, mais le back office, c'est pas ce qu'on montre au client. C'est une palette de possibilités, et on sélectionne les 2 qui correspondent le mieux au client, ni moins ni plus. OK, Ouais, tout simplement, et quand on lui propose le double choix, bah, il y en a un des 2 qui correspond exactement à ce qu'il a demandé, bah, il finit par dire: «Bah, c'est celui-là, c'est celui-là que je prends». Aussi simple. ouais, souvent les coachs, ça part d'une bonne intention. Quand ils veulent montrer leur connaissance, leur capacité en parlant, du cycle de Krebs à la création de l'ATP, les différentes filières énergétiques et cetera. C'est aussi souvent, je pense que ça part d'une bonne intention, c'est qu'ils veulent se montrer crédibles. Mais en réalité, la crédibilité, comme tu l'as bien dit, c'est dans la compréhension de l'autre et dans ce dont vraiment il a besoin, en fait. Et ça, on le voit et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus sur le marché du sport et du fitness, mais de manière générale, c'est la personnalisation. Et qui dit personnalisation dit étude de la personne qu'on veut servir, de notre client idéal. Et ça, et tu l'as dit, et moi j'insiste dessus beaucoup, c'est le fait d'aller lui parler. Et c'est un peu le fond. Aller lui parler en profondeur, essayer de comprendre ses challenges avec empathie. Et en parlant d'empathie, David, en écoutant une de tes interventions sur les autres podcasts, tu expliquais que c'était un challenge pour toi d'être empathique
par rapport à une particularité que tu as. Donc je suis un handicapé, au niveau empathique, donc alors on va pas parler de QI, de quotient d'intelligence, mais de QE, quotient empathique et mon handicap, qui est je suis autiste Asperger et donc ce qui fait en sorte alors ça peut dire beaucoup de choses, pour il y a différents niveaux, sur l'échelle, sur le spectre. Néanmoins, pour moi, la plus grosse problématique, c'est de comprendre les autres. J'ai quelqu'un en face de moi et je n'arrive pas à déceler ses émotions sur son visage déjà. Sur des tests psychométriques, je suis absolument largué dans la compréhension des émotions des autres. Donc j'ai besoin de faire pour pallier cette problématique-là, qui m'a posé beaucoup de problématiques dans le passé. Ça m'a créé beaucoup de frustration, de colère noire, des dépressions, des violences sur des objets, hein, pas sur les gens, mais des violences sur moi-même, morales et physiques. Et ça crée beaucoup de décalage avec des gens, beaucoup d'incompréhension, aussi bien dans les affaires que dans la vie personnelle, que dans les compréhensions avec des collègues. Des nombres de fois que j'ai quitté des réunions auxquelles j'ai lutté horriblement pour pouvoir peser 2 mots et c'était pas moyen de communiquer avec des gens dans une réunion. Situation hyper stressante. J'ai quitté des réunions en pleurant. Parce qu'il y avait 2-3 grosses têtes qui voulaient parler tout le temps pendant des réunions et manager tout ça, c'était vraiment problématique pour moi. Donc pour pallier cette problématique-là, déjà, j'ai dû fabriquer beaucoup de mécanismes de compensation et créer des process pour jauger l'émotion des autres, non pas en me servant d'empathie que je c'est un peu un paradoxe. Je me soucie du bien des autres, donc j'ai une certaine empathie dans ce regard-là, mais pour capter si ça va bien pour les autres, je suis handicapé. Mmh. Ce qui est vraiment problématique dans une situation commerciale. Et donc j'ai dû fabriquer des systèmes et des process par A plus B pour arriver à C, pour me permettre d'y arriver. Et j'ai dû faire sans savoir que j'étais Asperger, dans la mesure auquel j'ai eu mon diagnostic à 48 ans. Donc j'ai 51 ans aujourd'hui, bientôt 52. Il y a 3-4 ans Peu de que temps. Mmh. j'ai découvert mon handicap. Donc j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de souffrance à lutter avec cette problématique-là, mais ça m'aide à comprendre qui je suis aujourd'hui et ça me lève un poids de mes épaules de savoir qui je suis et d'agir en fonction. Et le grand enseignement que je tire de ça, hein, le super pouvoir que ça me permet de transformer cette faiblesse en grande force, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus parler de coach avec ou sans la tchatch, des coachs qui savent vendre ou savent pas vendre. On peut pas parler des coachs qui ont la vente dans la peau, qui ont une nature, un pouvoir de vente naturel. Ok, on peut prendre le pire des cas. Moi, donc j'ai un gros problème de parler avec des gens, un gros problème d'interagir, de se faire comprendre, gros problème de faire du commerce au début de carrière. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes à parler d'argent avec les gens. Donc, bon nombre de coachs se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Et on peut pallier cette problématique-là en appliquant des bons process. OK? Donc j'ai dû aller vraiment jusqu'au bout du bout dans les petites minutieux détails des processus, psychologiques, pour, aider, les coachs à aller, de l'avant et d'appliquer les process et devenir performants. Et c'est quelque chose qui c'est une, cette expérience-là, liée au fait que j'ai été exposé, aux plus grandes pointures, mondiaux de la vente de coaching, notamment des Nick Jarvis en Grande-Bretagne, Ishmael Shane en Nouvelle-Zélande, Steve Jensen en Australie, Bedros Keuilian aux États-Unis. Donc, pour les Français qui connaissent pas ces gens-là, c'est vraiment des avions de chasse de la vente spécifiquement appliquée au personal training. Et il n'y a personne aujourd'hui qui a cette expérience, qui n'a eu l'accompagnement en structure pédagogique de formation, plus mon expérience personnelle d'avoir été un handicapé au niveau de la vente. Donc, ce qui fait en sorte que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, qui copient ce que je fais, mais sans avoir le background derrière. Et ce qui fait en sorte que c'est très problématique parce qu'il y a des gens qui ont suivi une formation avec moi et ensuite, veulent regurgiter, peut-être un être humain moyen dans le monde, quand il suit une formation, il retient 30 de l'information. Donc il y a une nécessité de révision et de travail d'approfondissement derrière pour pouvoir obtenir le 100. Et on arrive aujourd'hui à ceux qui ont suivi une formation, et qui s'inventent en tant que formateurs aujourd'hui. Et ça me fait c'est un grand challenge aujourd'hui pour les coachs, parce que j'appelle des coachs, je dis: «Comment ça se fait?» «Ouais, j'ai été formé avec un tel ou un tel». «OK, qu'est-ce que vous a fait?» «Bah, le mec, il nous a montré des trucs». «Ouais, OK, et qu'est-ce qu'il vous a fait comme feedback, dans vos passages en situation?» Ah bah, on n'a pas passé en situation, non? Donc là, déjà, il y a un problème. Donc il y a une perdition d'informations avec des niveaux de séparation, une sorte de, on appelle ça téléphone chinois, je pense, en anglais. Je pense que l'expression française, c'est téléphone arabe. C'est le message passe plusieurs fois à plusieurs niveaux de séparation entre différentes personnes. Il y a une perdition de la qualité de l'information originale. Donc il y a un challenge aujourd'hui à avoir des coachs qui sont entre guillemets formés à vendre du coaching, mais qui n'y arrivent pas. Et je récupère des pots cassés derrière. Je dis: «Ah non, il y a un problème dans votre système. Il faut qu'on regarde dans les détails. Il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on fasse des jeux de rôle. Il faut que je fasse des corrections et des feedbacks, pour remédier des situations et remplir des éléments qui manquent». Donc voilà. Donc mais la grande enseignement de tout ça, c'est que si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Parce qu'un handicapé de la vente, il peut arriver à vendre. Bon, je pense que même si vous vous sentez pas à l'aise à vendre, on peut y arriver. Ouais, c'est une compétence qu'on fait grandir, au fur et à mesure, comme toute compétence d'ailleurs. Et à l'inverse, peut-être de certains sports de haut niveau où il y a peut-être besoin d'avoir des prédispositions génétiques, pour performer au top, top niveau. Toi, tu penses que pour la vente, il y a pas de prédisposition génétique, c'est une compétence qu'on arrive à acquérir facilement. Ou en tout cas avec du travail surtout sur le terrain, parce que oui, la théorie c'est bien, on retient que 30% de ce que tu dis sur les formations, mais on a besoin de le pratiquer sur le terrain, d'échanger, et puis comme toute compétence, il y a la pratique et la théorie Alors, on peut parler de prédisposition génétique. quand même. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir courir aussi vite, qu'Usain Bolt. Je reprends une blague d'un comique, dit, «Moi, je cours le 100 mètres en 16 secondes». Usain Bolt, s'est entraîné toute sa vie, avec une prédisposition génétique stratosphérique extraordinaire, pour arriver, que 6 secondes avant moi. Et moi, je me suis jamais entraîné. Tu vois? Donc, alors avec un peu d'entraînement, OK, on n'a pas besoin de prédisposition génétique pour pouvoir courir. OK, tout le monde avec un petit. Alors, il y a des gens qui sont physiquement, ce qu'on appelle désentraînés, c'est-à-dire ils ont passé, 40 ans derrière un bureau avec des tableurs Excel parce qu'ils sont experts comptables et se sont sédentarisés. Ces gens-là, on peut les entraîner à arriver à courir quand même. Donc tout le monde peut courir, OK? À moins que vous avez vraiment une grosse pathologie, vous avez, une cheville qui marche pas, des inflammations et encore je passe. Mais pratiquement tout le monde peut arriver à courir. Donc il y a pas et donc tout le monde peut arriver à vendre du coaching. Vous allez peut-être pas tous vendre à 100 euros, à 200 euros de l'heure comme le font, certains coachs en business qui coachent des PDG, ou qui coachent, Angela Merkel, quand elle était au pouvoir, voilà. Donc mais mais tous les coachs peuvent vendre à un prix décent. Donc on n'a pas besoin de quand je dis, il y a pas besoin de prédisposition génétique pour faire un business de coaching. C'est important, et pour vendre, parce c'est vrai que beaucoup de coachs se concentrent sur leur art et sur leurs compétences en tant que coach, et c'est une bonne chose. Mais la vente, la vente, c'est souvent mis de côté. David, de ton côté et pour ton business, comment est-ce que tu vois l'avenir pour toi et ton entreprise? Quelle est ta vision? Et ça passe par le plus gros frein. Et de progressivement enlever ce plus gros frein. Le plus gros frein aujourd'hui, c'est d'avoir une volonté de travail d'équipe entre les uns et les autres. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, sur la victoire du PSG ces derniers temps, par rapport au fait qu'individuellement, c'était peut-être pas, les Galacticos, les meilleurs joueurs de la planète individuellement.
Néanmoins, c'était des très bons joueurs qui savaient jouer en équipe et que et qu'ils ont réussi et on a la même problématique aujourd'hui entre manager de club et personal trainer, de pouvoir jouer en équipe l'un avec l'autre. Les managers se soucient de comment il peut améliorer le business des coachs et les coachs se soucient comment ils peuvent améliorer le business du club et que les deux peuvent se travailler main dans la main. Donc, si on peut vaincre cette chose-là, hein, on peut mettre en place beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personal training qu'il y a activement aujourd'hui dans les clubs. Donc, pour revenir sur ma vision, comment est-ce que je vois, c'est aider les clubs et non pas mettre en place 2 ou 3 personal trainers par club qui payent leur loyer, mais aider les clubs à faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui au Portugal. Quand vous trouvez des clubs de fitness, il y a une chaîne de fitness qui s'appelle Fitness Hut au Portugal. C'est 43 clubs à plus de 100 000 membres. Et dans les 43 clubs, il y a plus de 15 personal trainers par club à temps plein, faisant que du personal training, en supplément à l'abonnement et en payant leur loyer. Et voilà, donc quand on met 15 personal trainers par club en place, l'impact sur la fidélité client, l'impact sur les revenus du club, l'impact sur les résultats de tout le monde, l'impact sur la vie des coachs, c'est énorme. Et c'est ainsi que je vois l'avenir. C'est que les clubs de fitness doivent se visualiser l'idée d'avoir systématiquement des mises en relation avec des personal trainers parce qu'ils ont suffisamment de personal trainers à mettre en relation avec des clients et d'avoir 10% des clients dans un club de fitness suivis régulièrement par les personal trainers. Donc aujourd'hui, on est dans les infimes 1%, 0,001% pour certains clubs qui sont suivis avec un personal trainer, même 1 pour 1000. Mais ça devrait on devrait avoir dans un club de fitness avec 1000 adhérents, on devrait pouvoir avoir 10% qui sont suivis par un personal trainer, c'est-à-dire centaines de clients par semaine suivis en personal training. Ça veut dire qu'on met en place au moins 5 personal trainers qui suivent une vingtaine de clients chacun. Donc, si vous mettez en place 5 personal trainers à temps plein qui chacun laisse 500 € par mois au club, bah, on commence à faire quelques revenus supplémentaires non négligeables et on a un niveau d'interaction client avec non pas seulement les clients qui consomment du personal training, mais aussi du bonjour, on boit le café, on se serre la main, on se dit bonjour, on répond aux questions, on apporte des conseils auprès des clients lambda qui ne consomment même pas de personal training. Mais il y a 15 personal trainers dans le club qui ont tous soif à savoir lesquels d'entre eux seraient leurs prochains clients. Donc, ils vont aller de l'avant vers les clients et il y a plus de convivialité, plus de connexion humaine dans le club. Et si on met ça en place, là, les clubs de fitness seront beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on sera en train, non pas de fidéliser ceux qui consomment du personal training, mais on sera en train de fidéliser tous les autres. Donc c'est là où on doit aller Ouais. et on doit pouvoir fédérer plus de coachs et managers de clubs à travailler ensemble. C'est vraiment de travailler ensemble et voir une vision collective du métier. OK. Donc, ta vision, ce serait d'augmenter en fait, le service de personnel training, dans les salles de sport, en les humanisant en fait et en créant cette relation entre les gérants et ces personnel trainers. Qu'est-ce que en stratégie de marque, on travaille beaucoup là-dessus. Donc là, on a identifié ta vision qui est très claire. Quels sont les engagements en fait que tu tiens envers toi-même et envers ton business pour réaliser cette vision-là? Quelles sont les choses du quotidien que tu mets en place pour aller vers cette vision? Me concernant personnellement, ce que je travaillais sur moi, c'est que une problématique, alors de mon autisme, c'est, j'ai une certaine pensée en arborescence. Donc, les idées, c'est pas ce qui me manque. J'ai un surplus d'idées, qui fusent en permanence et j'ai du mal à les arrêter. Donc pour me fabriquer du process et de finir des tâches, je dois me discipliner pour finir des tâches. Si je suis très facilement distrait et il y a toujours un nouveau objet qui brille dans le coin de mon œil et ça va me détourner le regard et je vais passer du temps là-dessus quand j'ai une tâche à finir pour faire en sorte que
que le produit soit fini, que, le dossier, la prochaine présentation, pour régler les problématiques dans club XY, soit servi. Donc, je dois me discipliner là-dessus. Donc, justement la présentation que je vais faire, cet après-midi avec un groupe de coach, toulousain, hem c'était une présentation sur la thématique, comment éviter le «c'est trop cher». Et je voulais réaménager, sans faire, ma présentation habituelle. Je voulais l'aborder d'une façon un peu différente, de mettre le doigt sur tous les points qui manquent, typiquement chez les coachs. Donc on a pris une dizaine de points qui manquent, des freins qui se mettent eux-mêmes, dans leur process de vente. Donc je suis sorti du cadre habituel, des formations, là où j'apprends tout le monde, tout le détail, du process, parce que le détail du process, ça prend 2 jours. Et pour juste ouvrir les yeux à tout le monde, c'est notre première étape que je vais faire avec le groupe, cet après-midi. Hem voilà, j'étais en train de finir mes diapos à minuit, hier soir, donc je me suis donné un petit peu de j'ai expliqué gentiment à ma famille que j'étais pas disponible hier soir, ce qui cause parfois des frictions, mais bon, c'est normal. Mais voilà, j'ai besoin de me focaliser et dire: «OK David, finis tes tâches». Voilà, donc et après, bon, il faut quand même, dans le fait que je dois me donner un certain focus et donner un certain acharnement au travail, des fois, ça me demande aussi de l'autre côté, j'ai mentionné la difficulté, la friction que ça peut causer avec la famille, quand je travaille trop. Je dois programmer du temps pour la famille. Après pour que la base, de la paix et l'harmonie, dans le foyer, soit bien entretenue, il faut programmer du temps en famille, pour qu'il y ait l'équilibre. Donc, je pense que ça c'est les choses que je dois j'ai encore besoin de progrès sur les 2 champs, hein. Je suis toujours distrait par les nouvelles idées, qui me coûtent du temps, et me prendre du temps aussi pour la famille, c'est aussi, des choses que des fois je dois progresser. Ouais, ça, c'est 2 gros challenges et je pense que c'est pas uniquement dû, enfin moi qui suis, heu, m multipotentiel, c'est comme ça qu'on m'a entre guillemets «diagnostiqué», parce que c'est pas encore une pathologie et c'est vrai que c'est extrêmement difficile quand on a plusieurs idées qui arrivent d'un coup et qu'on a ce petit shoot de dopamine, là je parle pour moi, hein, ce petit shoot de dopamine qui me dit: «Ah bah, je vais aller de ce côté-là, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est challengeant» et cetera et l'avantage de justement de clarifier la vision en fait qu'on a pour son business, ça permet en fait de rester focus. De se dire: «Non, j'ai ces engagements-là» et donc toi tu parlais des engagements vis-à-vis de toi-même, d'éviter le syndrome de l'objet brillant. Et de rester focus sur ce que tu dois faire. Et vis-à-vis de tes clients, ce serait quoi en fait les engagements que toi tu tiens au quotidien pour justement les aider eux à grandir, à créer cette cohésion dont tu parlais tout à l'heure, et toi en parallèle à faire grandir ton entreprise? Bah, déjà, il faut garder le connexion avec les clients. Si j'ai un client, un manager de club, qui prend des conseils, il est nécessaire qu'on s'appelle, régulièrement, pour se connecter avec les problèmes, actuels du club. Et garder un œil sur les KPI, du club. Donc, alors des différentes zones, là où il peut y avoir des problèmes pour le club de fitness, c'est quoi? C'est par recrutement, trouver des personal trainers de bonne qualité qui veulent, interagir et travailler en partenaire avec leur club, et non pas courir de gauche à droite entre les domiciles et faire du personal training, avec d'autres personnes. Comment les donner envie de de faire du personal training dans leur club et non pas ailleurs. Une fois qu'on les a recrutés, il faut suivre la performance des coachs. Il faut s'assurer que les coachs soient contents.
pour qu'ils continuent à le faire, que leur expérience client et que leur vente se passe bien. Donc, qu'il y a pas de problème avec le restant de l'équipe. Donc, il faut assurer la cohérence entre les uns et les autres. Ceux qui travaillent à l'accueil, les profs de cours collectifs, les gym instructors qui délivrent le service standard du club, parce qu'il y a des conseils qui sont délivrés par les services standards du club, qui n'est pas du tout la même chose que le personal training, hein. Il y a encore Mmh. des clubs aujourd'hui qui confondent ces deux services-là, qui proposent: «Oui, on vous fait du suivi personnalisé, compris dans l'abonnement». Non, vous ne le faites pas. Si vous pensez que vous le faites, mais vous ne le faites pas. On a un problème d'incompétence inconsciente sur certains qui communiquent cela Mmh. et qui n'arrivent pas à mesurer le quantité d'accompagnement ils proposent réellement à leurs clients. Et oui, nous on fait des programmes tous les 6 semaines avec nos clients. Ah ouais, après moi, combien de rendez-vous vous avez dans le carnet d'agenda? Ok, donc vous avez une vingtaine de rendez-vous par semaine. Cool, c'est génial, c'est beaucoup. Et maintenant, vous avez combien de clients dans le club? Oh, il y a 1000 clients dans le club, d'accord? Donc si vous voyez 20 par semaine, ça fait combien de semaines avant de revoir le client? Mmh. Ça fait 6 mois, hein. Le client, il a déjà quitté le club. Arrêtez de me dire, arrêtez de me dire que vous faites un bon suivi compris dans l'abonnement. OK, à moins que votre abonnement soit 1 000 € par OK, donc vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas mathématiquement, statistiquement les main-d'œuvre nécessaires pour pouvoir le faire. Alors donc pour faire ça, il est nécessaire de mesurer ce que vous faites dans le club et donc il y a un engagement que je peux proposer, aux managers de club aujourd'hui et c'est quelque chose juste pour démarrer la relation, pour savoir où est-ce qu'on est, que je leur offre gratuitement, et c'est sans obligation aucune un audit de l'ampleur de suivi qu'ils proposent dans leur club. Donc, c'est très simple à faire, ça prend pas plus d'une demi-heure à remplir. Je les envoie un tableur Excel, ils remplissent avec les stats de suivi dans leur club. On mesure l'activité de leur club, le nombre de clients, le nombre de fréquentations, les nombres d'heures de fréquentation en cours collectif, en standard training et en personal training, les nombres de rendez-vous, on les compare avec les normes de l'industrie et on puisse mesurer là où ils sont forts et là où ils sont moins forts. Et si vous ne pouvez pas le mesurer, alors vous ne pouvez pas le manager. Donc, et c'est là où on Ouais. trouve, là où on pense qu'on est super fort. On se dit ah ouais, on est bien là, mais là on est vraiment à la masse et je n'en savais même pas. Donc, il faut mesurer les choses. Et donc pour les engagements avec les clients, c'est de première mesurer les choses et ensuite accompagner et on se connecte régulièrement et tout au fil du process, il faut savoir que les solutions sont déjà écrites. Si vous avez un coach qui a du mal à prospecter, la solution, il est déjà écrit parce qu'il y a déjà des vidéos et des référentiels de services et des process pour mieux prospecter, pour fabriquer des rendez-vous avec des gens qualifiés. Juste un exemple, OK? Donc si le coach il a un problème en closing, bah, il y a des process sont déjà écrits. Donc on sait quelle vidéo on va lui mettre devant pour qu'il puisse étudier ça et on sait quel jeu de rôle il va passer et on sait quelles erreurs il va faire et on sait comment on peut faire le feedback. Tout ça, c'est déjà vu avec d'autres coachs et d'autres managers de clubs dans le monde, parce qu'il y a plein de pays qui ont avancé ces questions, heu, des des décennies avant nous. Donc les solutions ont déjà été vues. Donc, donc l'accompagnement de tout ça, mesurer là où sont les problèmes et on règle le problème. OK. Et alors quand tu dis «on», tu quand tu parles des audits que tu réalises et puis, derrière, heu, offrir la solution qui correspond à la problématique vu que la solution existe déjà. Est-ce que toi tu as des équipes? Parce que ça va intéresser, les entrepreneurs qui nous écoutent. Comment est-ce que tu as structuré ton écosystème? Est-ce que tu as des équipes plutôt salariées, plutôt des freelances? Ou est-ce que tu es en mode solopreneur et puis tu t'entoures au fur et à mesure? Comment est-ce que tu gères tout ça? Hem, alors, c'est là, on parle en interne de comment est-ce que moi je travaille chez moi? OK, alors déjà, j'ai pas d'équipe. J'ai des collaborateurs pour le moment avec d'autres sociétés comme, chez les coachs français, qui font un excellent travail de recrutement, de branding, et de mindset, des coachs pour les implanter et la compagnie. En matière de formation que je propose, c'est David Hurst qui travaille sur les contenus de formation et je suis accompa pour tout ce qui est l'administratif et fiscal, j'ai une société qui me porte.
parce que je suis un gros nul administratif. Juste pour la petite histoire, c'est ma femme qui fait la déclaration des impôts parce que je ne sais même pas faire ça. Il y a 3 ans de ça, j'ai bientôt 52, on peut dire peut-être à 49 ans, j'ai fait le premier virement de ma vie parce que j'ai très, très mauvais administrateur. J'ai même une phobie administrative. Ça me donne des crises d'anxiété, quand je dois faire l'admin et c'est un gros travail personnel pour pouvoir le faire. Donc tout ce qui est administratif, c'est d'autres personnes qui s'en occupent et je me focalise sur ce que je fais de mieux. Donc qu'est-ce que je fais de mieux? Je parle devant les gens, je fais du parole publique, j'accompagne des managers et des personal trainers dans le process de personal training. Je suis hyper spécialisé là-dedans et tout ce qui est administratif, me faire un fiche de paye, faire l'encaissement, envoyer les factures, ça c'est une société qui s'occupe de ça pour moi et moi je m'occupe de moi. Après, quand il s'agit des équipes, de mes clients, les équipes c'est du coaching de vivre ensemble et de vision commune. Ce pour voir la vision collective, je pense que chaque manager et chaque coach devrait lire, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, par Stephen Covey. Covey, C'est Stephen vraiment, Covey. yeah. C'est un grand bible de la réussite en business. Donc, si vous êtes un personal trainer ou un manager de club et vous n'avez pas lu ce livre-là, dépêchez-vous. Vous perdez du temps. Ouais, Yeah. je confirme. Voilà, donc ça c'est tel que je vois. Donc, voilà, je dis entre guillemets, je travaille tout seul et quand je veux réaliser un vidéo, c'est moi qui fais le script et c'est moi qui fais le backdrop et c'est moi qui fais la mise en page et c'est moi qui fais les vidéos et c'est moi qui fais le graphisme et c'est moi qui fais, c'est moi qui fais le montage du vidéo. OK? Mais, voilà, en réfléchissant, je me dis qu'il y a des gens qui m'aident quand même à faire des trucs que je sais pas faire. Ok, ouais, tu te concentres sur tes forces, ce qui t'apporte et ce qui apporte à tes clients le plus de valeur, et pour le reste, ben, tu délègues. Et pour le marketing, pareil? Est-ce que tu délègues ou est-ce que tu fais toi-même ou est-ce qu'aujourd'hui tu as un réseau assez puissant pour pas mettre beaucoup, beaucoup d'énergie Hem, dans le je marketing? je suis assez atypique par rapport au marketing parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils sont super digitales et compagnie et Mm. je suis un immigré dans le digital, je ne suis pas un natif du digital comme le sont les jeunes générations. Déjà, je suis un peu old school, là-dessus. Je préfère, envoyer mes emailing et appeler des gens. C'est, déjà une qualité de communication quand on appelle les gens. Bien sûr, on le balance pas sur la toile, c'est pas disponible auprès des millions de personnes, mais on a une relation privilégiée, très très qualitative avec cette une personne qu'on a au bout du fil et je privilège, travailler comme ça parce que, déjà je sais faire comme ça et je suis beaucoup moins, hem, je me produis pas des films, instagrammables. Des fois, je vais mettre des sous-titres sur un film. C'est pas des images avec, des photos d'une jolie nana en string, qui montre ses fesses sur la plage. J'en peux plus. J'en peux plus de voir ça sur Instagram et j'ai pas envie de reproduire ce genre de choses. Peut-être que je le ferai avec un post humour, je me mettrai en string, avec mes Ouais. poils aux fesses. Je pense pas que Pour les gens ils sauront faire me croire. un peu de la dérision, un peu d'ironie. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais, je pourrais le faire avec un peu Mm. d'autodérision, mais quand je vois des influenceuses, qui se montrent en string tous les 4 matins, j'en peux plus. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. L'avantage du côté old school est d'aller vers les gens et d'aller leur parler. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça permet d'avoir des informations, des insights de la vraie vie et pas rester que sur des datas virtuelles et des datas de masse. Je pense que ça peut prendre un peu plus de temps de faire une étude, par exemple, une recherche sur son client idéal en allant directement lui parler. Ça prendra plus de temps, mais ça permet d'avoir, je pense, des informations plus concrètes et plus profondes que celles qu'on peut avoir. Parce qu'il y a une différence entre le problème de façade, ça c'est Donald Miller qui explique ça, je suis assez fan de cette vision-là,
On a un problème de façade que le client va exprimer, bah, par exemple: «Je veux perdre du poids», c'est un problème de façade et puis il y a un problème plus profond derrière, un problème émotionnel. Je veux perdre du poids parce que, je veux garder mon couple, je vais être un exemple pour mes enfants, je vais trouver, l'âme sœur et cetera. Donc il y a toujours cette raison sous-jacente qui fait que c'est important d'aller creuser, même humainement, c'est enrichissant. C'est aussi ma vision des choses. Pour terminer, David, est-ce que tu peux partager avec nous, comment est-ce que tu gères ton lifestyle, ton hygiène de vie, nutrition, sport et cetera? Parce que tu m'as l'air, encore en forme et c'est tout à ton honneur. Maintenir. Côté entraînement, ce serait peut-être, en moyenne, hein, parce que c'est très variable en fonction de, quelle Mmh, partie du corps il est encore cassé cette semaine et qu'est-ce que je peux faire. Mais, ce serait typiquement, 2 séances de musculation, 2 séances de judo, heu peut-être 2 séances cardio et 2 séances de mobilité, yoga, trigger point, automassage, par semaine pour chacun de ces activités-là. Donc alors, certains jours, ce serait court, certains jours, la mobilité, les étirements. J'ai un petit jardin, paradisiaque dans le caserne là où j'habite à Marseille, quand je suis à court de temps, je me chronomètre 15 minutes et je vais faire un peu de mobilité, un petit peu de yoga dans ce jardin. Pour, de préférence le matin. Si j'arrive pas le matin, la vie prend le dessus. Et après ce soir, mmh. ce sera la séance de judo, je vais batailler avec des jeunes, qui veulent Très me bien. casser la gueule et je vais leur montrer que le vieux, il a encore un peu de fil à retordre. Voilà, donc c'est de m'entraîner pas mal. Gestion du stress, c'est une, challenge toujours. Respirer, méditation, cohérence cardiaque, faire gaffe au sucreries. Le sucre, ça nous rend addict et je dois faire attention à pas trop en manger, faire gaffe aux quantités de stimulants, trop de café, c'est problématique. Donc je fais attention à ça. Donc un peu de méditation, un peu de cohérence cardiaque. Pour ceux qui savent pas, la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes. Vous prenez inspiration pendant 5 secondes et expiration pendant 5 secondes. Je mets une petite bande sonore sur le téléphone, j'appuie sur play et je suis le rythme des bips sonores, avec ma respiration et ça déjà, ça réduit le cortisol. Alors pour la petite histoire, cortisol, c'est un hormone catabolique qui détruit vos muscles et provoque plus de stockage des graisses. Ça donc on veut pas trop, en faire de cortisol permanente et quand on se stresse, voilà donc déjà j'ai des quantités de stress par rapport au l'autisme et des stimulations, externes quand il y a trop de bruit, ou des incompréhensions de la vie, et de la communication interpersonnelle. Ça provoque des problèmes et des pensées en arborescence qui partent très, très loin. Donc c'est juste prendre le temps pour faire le vide, programmer du temps pour l'agenda sur l'agenda pour se nettoyer, émotionnellement. Ça me permet de garder encore des capacités hem, pour pouvoir mieux m'occuper de mes proches. Parce que si je suis pas en forme, je peux pas m'occuper de mes proches. Ouais, Donc c'est toujours, ouais, ouais, prendre ouais. soin de soi pour mieux servir, les Yeah, autres. yeah, c'est sûr. Mmh, vraiment. David, je termine toujours ce podcast par cette question: Yeah, si ton business yeah. était un athlète connu, ce serait qui? On est dans le domaine du sport, on est dans le domaine de l'entreprise, dans l'entrepreneuriat du moins. Si mon business était un athlète connu, il faut trouver un athlète, têtu qui ne lâche jamais rien, teigneux. Ah, je pense à Brian Moore, l'ancien talonneur, de l'équipe, 15 de la Rose, qui avait une spécialité de ne jamais lâcher prise, de s'acharner, bec et ongles. Hem et sa particularité, il était très doué pour énerver, le 15 de la France, pour les provoquer à commettre des fautes et céder des pénalités qui à l'époque, faisaient le bonheur du 15 de la Rose qui, suite à l'indiscipline des Français, hem, procurait beaucoup de points pour le 15 de la Rose. OK, Donc ouais, bénéficier de la c'était un agitateur ce mec-là. ouais, OK, Donc génial. les anciens qui connaîtront, Brian Moore, sauront de quoi je parle.
Vite pour finir, comment est-ce qu'on peut connecter avec toi, les personnes qui voudraient rentrer en relation avec toi, savoir ce que tu proposes, échanger? Il y a un truc très simple que les gens ne font jamais sur des podcasts, c'est de me passer un coup de fil. 06 69 29 Alors, on 61. va peut-être pas, s'il te plaît, on va peut-être pas, ouais, on va peut-être pas donner le numéro sur le podcast directement. Peut-être OK. qu'il est disponible sur ton site internet? Vous je sais même pas. Vous voulez que je donne un email? Ou je mettrai ça en Yeah. description dans le Ouais, dans la podcast, comme description, ça tu les peux mettre, voilà. email et téléphone dans la description. Les gens peuvent m'appeler. Hem, ils peuvent aller sur mon site. S'ils veulent regarder un petit peu ce que je fais, ils peuvent s'abonner à mon newsletter sur mon site. Donc, c'est davidhurst.podia.com. Donc, pour Podia, c'est un plateforme, d'éducation, voilà. Donc, peut-être que je te mettrai ça, je copie et je te Je m'en l'envoie. je je m'en occuperai, je m'en Yeah, occuperai, je mettrai tous les yeah. liens, Si ton tu mets Podia, il est disponible sur ton Instagram aussi, hein. En allant yeah, sur ton Instagram, tu as le lien vers le yeah, Podia, donc je ouais, mettrai tout les gens ça en peuvent, description ils peuvent m'envoyer un message sur Instagram, ils peuvent aussi. m'appeler, appeler au téléphone, WhatsApp, email. Pas préférence, téléphone, SMS ou WhatsApp. Après, c'est s'ils s'inscrivent sur mon newsletter, déjà, ils recevront régulièrement, beaucoup d'informations, que je diffuse, sur mon canal de emailing. Déjà 16 000, coachs sportifs et managers, fitness, qui sont souscrits à ce mailing. Parfait. Merci beaucoup David, c'était très enrichissant, entrer, dans ton univers, dans ton entreprise, dans ta vision, ta mission, la relation avec tes clients, l'importance de la relation humaine dans le business et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Je t'inviterai à nouveau avec grand plaisir. C'était un plaisir. À Merci David. bientôt.